Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de la grande interview. La rentrée judiciaire de septembre 2020 a été marquée par l'ouverture du procès des attentats de Charlie Hebdo, un procès pour se souvenir et comprendre comment les frères Kouachi et Koulibaly ont perpétré tant d'horreurs. Et ce ne sont pas les seuls à avoir semé le chaos sur le territoire français. Alors qui sont-ils ? Comment leur idéologie se propage-t-elle ? Qu'est-ce qu'ils révèlent de l'état de notre société ? Bien, les profils de ces terroristes, notre invité les connaît bien. Nora Lakeal a été la première femme à intégrer le groupe islamisme radical de la SOR. C'est l'élite des renseignements généraux de la police française. Nora Lakeal, bonjour. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous publiez Agent d'élite, le récit inspirant d'une enfant de Barbès. C'est aux éditions Max Milo. Alors, pour commencer, pendant des années, votre travail a consisté à rester dans l'ombre, à vous cacher, à vous transformer, à passer incognito. Alors pourquoi aujourd'hui vous choisissez de rompre cet anonymat qui était votre meilleur allié finalement pendant tant d'années ? Tout à fait. En fait, il a fallu rompre avec cet anonymat pour pouvoir raconter, expliquer ce qui se passe réellement sur le terrain et comment les choses sont complexes. On cherche souvent à simplifier, alors qu'il faut avoir beaucoup de nuances pour pouvoir parler de cette thématique-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques temps, j'étais en filature et surveillance sur une opération antiterroriste. Donc, nous étions avec mon collègue en train d'attendre que l'objectif sorte pour pouvoir le suivre. Nous étions harnachés de nos habits donc pour passer incognito, nos armes. On était vraiment focus sur notre objectif. Et comme vous l'imaginez, de temps à autre, on est obligé d'attendre vraiment. Hein, la filature, la surveillance nécessite beaucoup de temps. Donc il faut être patient. Nous étions sur un point fixe. Et nous écoutons la radio, comme tout le monde le fait. Et j'entends quelqu'un sur un plateau qui dit tranquillement que en fait, l'islam n'est pas soluble dans la République, les musulmans donc ne sont pas solubles dans la République. Et là, on s'est regardé avec mon collègue, qui lui aussi est musulman, et on s'est dit non mais il y a un problème là, c'est pas possible. On peut pas dire des choses pareilles. Là, on est en train de parler de nous. Parce que Nora Lakeal, et voilà donc comment c'est pour ça que oui. Voilà, parce qu'effectivement, voilà comment vous vous définissez. Une femme française, policière, un esprit libre, une musulmane, mais aussi une boxeuse qui a fait des études de philosophie. Vous écrivez « Je suis celle qui mange du saucisson halal en buvant un bon verre de vin ». Alors ce sont finalement toutes ces facettes de votre personnalité qui vous ont permis ce parcours hors du commun. Tout à fait, tout à fait. En fait, je ne me suis jamais résignée à une identité qu'on décréterait, qu'on m'affligerait comme ça. Voilà, je suis une femme, je suis d'origine maghrébine, je suis française, républicaine, musulmane et j'aime le bon vin. Donc voilà, il faut m'accepter avec tout ce que je suis et je mange halal aussi. Voilà, c'est la France d'aujourd'hui aussi. Alors justement, quel est votre état d'esprit quand votre mission première est celle de traquer ces terroristes ? On le sait, des gens très dangereux. Qu'est-ce que vous avez appris de ces profils ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Qu'est-ce qu'ils vont chercher d'ailleurs dans la religion ? Écoutez, avec toutes ces années que j'ai passées, donc c'est quasiment 20 ans, ce que je constate, c'est que le profil vient toujours de la misère sociale. Voilà, c'est la misère sociale qui commence, qui est le début du parcours. Ce sont des enfances qui sont plutôt malheureuses, pas favorisées, avec des violences intrafamiliales, humiliation de l'intérieur mais aussi de l'extérieur, plus de l'ignorance. C'est-à-dire qu'à un moment, ce sont des personnes qui n'ont eu ni la chance d'avoir des parents qui sont à la hauteur de leurs attentes et qui passent aussi à côté de l'éducation nationale. Parce que vous nous racontez, effectivement, c'est dans le titre de votre livre, hein, c'est l'itinéraire d'une enfant de Barbès. Barbès, on le connaît, c'est un quartier populaire. Vous avez grandi aussi autour de ces jeunes qui, à un moment, ont basculé. La bascule, elle se fait comment ? Tout à fait, c'est tout à fait le propos de mon écrit d'ailleurs. Vous savez, moi, j'ai donc grandi à Barbès et en fait, je me suis rendu compte que finalement, j'étais dans un lycée dans le quartier où a grandi les Kouachi. Et je me suis dit, mais en fait, on était quasiment du même quartier, on avait
quasiment le même début, plus ou moins chaotique dans la vie. Bon, j'ai une enfance un peu difficile, beaucoup de violence. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, eh ben, nos chemins se séparent et quelqu'un choisit de devenir terroriste et quelqu'un choisit de travailler dans l'antiterrorisme. Et en écrivant ce livre, je me suis dit, mais voilà, ça, si je peux apporter quelque chose sur cette réflexion-là, eh ben, il faut y aller, il faut se lancer. Et c'est exactement pour ça que je l'ai fait. Vous parliez donc, pour répondre à votre question... Allez-y, oui, je vous en prie. Oui, pour répondre à votre question, voilà, ce que j'ai observé, c'est que généralement, on s'occupe toujours des personnes qui ont loupé le rendez-vous avec la République et qui sont devenus ou des délinquants ou des terroristes. Voilà. Mais on ne s'occupe jamais des gens comme moi, sachant qu'on est tout de même probablement 7 à 8 millions en France, des gens qui en fait se sont, comment dire, conformés, ont été biberonnés par la République et sont des Français sans problème. Et cet apport que je me permets humblement de donner aujourd'hui, c'est, voilà, occupez-vous un peu aussi des gens comme moi qui ont, entre guillemets, réussi, et voyez quelles sont les différences. Et je pense que c'est ici qu'on va trouver plusieurs solutions en termes de prévention de la radicalisation. Parce que ce qui est étonnant, c'est quand on vous lit, on a vraiment le sentiment, à aucun moment, et pourtant vous avez des occasions, hein, vous l'écrivez dans le livre, de basculer de l'autre côté. Et on a vraiment ce sentiment-là que ce n'est pas possible pour vous. Vous ne l'expliquez pas clairement. Je vous pose la question aujourd'hui. Pourquoi vous n'avez pas basculé ? Eh bien écoutez, parce que moi j'ai eu beaucoup de chance, dans le sens où j'ai eu une femme qui s'est occupée de moi lorsque j'étais dans la misère, parce qu'on peut parler réellement de misère, il n'y a pas de problème avec ça. J'ai grandi dans une certaine aussi ignorance, une certaine voilà, une atmosphère qui n'était pas propice à s'épanouir intellectuellement. Et en fait, j'ai eu une voisine qui m'a repérée, m'a regardée et qui s'est intéressée à moi. Et ça montre aussi qu'il faut ouvrir les yeux et s'occuper de ce qui se passe autour de soi. C'est-à-dire qu'on ne doit pas tout attendre de la société. Il faut se regarder un peu ce qui se passe à côté de chez nous, nos voisins, ce qui se passe. Il y a de la douleur qu'il y a autour de nous. Et il faut vraiment essayer de tendre la main aux autres. Et donc c'est tout d'abord grâce à cette femme qui donc m'a donné des livres. Parce qu'il faut savoir que j'ai grandi dans un endroit où il n'y avait pas de livres, à part le Télé 7 jours. Et à travers ces livres, j'ai commencé à découvrir le monde. Et ça, pour moi, ça a été le premier outil de compréhension du monde et de l'autre. Et c'est là où je me suis dit, peut-être que je vaux quelque chose si cette femme s'intéresse à moi. Il y a eu la philosophie aussi, vous faites des études de philosophie avant d'entrer dans la police. Là aussi, ce moment-là, la faculté, ça a permis de vous construire ? Tout à fait, tout à fait. Il faut savoir que mes parents ne voulaient absolument pas que je fasse des études, et encore moins des études de philosophie, qui pour eux, c'était une perte de temps sèche. Et donc, je me suis entêtée, je l'ai fait, et là, j'ai découvert des auteurs exceptionnels, dont Emmanuel Kant, qui, dans sa philosophie morale, m'a beaucoup inspirée, parce qu'en fait, je l'ignorais, mais au fond de moi, j'étais un petit peu kantienne, c'est-à-dire qu'il y a le sens de la responsabilité et le sens de l'action, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on agit, on entraîne avec soi l'humanité. Donc voilà, on a de la responsabilité. Voilà. On n'est pas juste spectateur de ce qui se passe autour de nous ou devant nous. Alors, de la philosophie, ensuite à la police, c'est vrai que ça peut paraître étonnant, mais c'est une rencontre avec un policier, finalement, qui vous décide. Tout à fait, tout à fait. Donc, pendant mes études de philosophie, j'avais besoin un peu aussi de m'extérioriser un peu. C'était assez compliqué pour moi. Et donc, j'ai choisi de pratiquer un peu par atavisme, puisque mes grands-parents, mes parents ont pratiqué la boxe. Je me suis inscrite à un club de boxe, donc sur le 19e arrondissement, avec évidemment les mêmes profils que moi, hein, en tant que sportifs. Hein, c'était tous des jeunes des quartiers. Et on a eu la chance, en fait, d'être entraînés par un homme exceptionnel, auquel je pense très souvent, qui était donc fonctionnaire de police, qui était capitaine dans un service prestigieux de la police judiciaire parisienne. Quand vous faites ce choix, est-ce que vous avez le sentiment d'être jugé ? Est-ce que votre entourage
vous comprend, vos amis, notamment vos amis avec qui vous avez grandi, comment est-ce qu'ils réagissent à cette annonce ? Bah écoutez, j'étais un peu surprise en fait, parce que les avis étaient complètement divers. C'est-à-dire que bon, j'ai eu ma propre famille bien évidemment qui dit bon, là on ne peut plus rien faire pour elle. C'est-à-dire voilà, elle choisit un métier d'homme, elle va être qu'avec des hommes, elle va prendre des risques. Donc mon père et ma mère n'étaient pas très contents. Mon frère, lui, n'appréciait pas trop la police, donc il ne m'a pas parlé pendant un petit moment. Considérant que la police, c'était des brutes violentes, voilà. Et j'étais beaucoup surprise par certains copains de fac qui, en fait, ont carrément coupé les ponts en considérant qu'en fait, j'avais basculé du camp ennemi et qu'à partir de là, je n'étais plus fréquentable. Alors on va revenir tout à l'heure sur le cœur de votre métier, mais peut-être avant, on voit souvent dans l'actualité la haine d'une certaine jeunesse contre la police. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui ? Je leur dis que déjà, il ne faut pas essentialiser. C'est-à-dire que je comprends qu'ils puissent avoir de la révolte, de la colère face à des choses que l'on voit. Nous-mêmes, en tant que policiers, on trouve cela insupportable. Toute cette violence est inadmissible et on la condamne comme eux. En revanche, il ne faut pas oublier que pour vivre dans un état de droit et en paix, on a besoin d'une police. Sinon, ce serait l'anarchie. Donc, et c'est pour ça que je parle aussi dans mon livre de la police urbaine de proximité, car je trouve que c'est une manière de pacifier les rapports entre la jeunesse et la police. Et je suis contente de voir qu'il y a des petits frémissements qui voudraient un peu réintroduire ce type de rapport entre le citoyen et le policier. Alors, vous faites vos années de policière, finalement, de fonctionnaire de police au sein d'un commissariat, et puis vous choisissez l'antiterrorisme. Pourquoi vous acceptez cette mission, en quelques mots ? Écoutez, c'était tellement magique. C'était après les attentats du 11 septembre. Je pense que déjà tout citoyen, après le 11 septembre, avait envie de faire quelque chose pour, pour les droits de l'homme, pour des hautes valeurs morales. Et quand on vient vous voir et qu'on vous dit écoutez, vous allez être la première femme qui allait rentrer dans ce service, vous ne pouvez absolument pas refuser. Et pendant des années, le terrorisme sera au cœur de votre mission. On va se plonger justement dans cette mission. Mais tout d'abord, on fait une petite pause. On vous retrouve tout de suite, Nora Lacal. Nora Lacal est donc l'invitée de la grande interview. Elle publie Agent d'élite, le récit inspirant d'une enfant de Barbès aux éditions Max Milo. Alors on vient de comprendre un petit peu votre parcours. Maintenant, je vous propose de nous plonger avec vous au cœur de votre mission. À la fin de votre livre, vous écrivez une lettre à l'un des prêcheurs salafistes que vous avez suivi. Grâce à votre travail en équipe, on apprend qu'il a été arrêté par la suite. On tremble, il vous a même découvert, vous allez en dire un mot. Et puis, il vous a parlé. Et vous écrivez, en vous adressant à lui, à la fin de votre livre, « Je ne te sous-estime nullement ». Pourquoi ? Parce que nous avons tendance, dans une sorte d'inconscient collectif, à sous-estimer ces gens-là. C'est-à-dire qu'en fait, on pense qu'ils sont soumis. Ils se soumettent, par conviction, bien évidemment, à une certaine idéologie violente, mais on pense qu'il n'y a pas l'intelligence derrière. Et moi, ce qui m'a beaucoup impressionnée, c'est l'intelligence de cet homme. Il faut tout de même savoir que c'est quelqu'un qui s'instruit, comme je l'explique. Il écoute France Culture. Donc, ça ne rentre pas dans les cases qu'on veut bien donner d'habitude, comme ça, sur la place publique. Et c'est pour ça que j'étais vraiment très impressionnée par ce personnage. Des hommes et des femmes, finalement, qui connaissent parfaitement la société dans laquelle ils évoluent. Ils utilisent parfois les codes. Vous racontez même qu'ils vont parfois à la rencontre de prostituées. Tout à fait. Ça aussi, ça a été aussi un choc pour moi. C'est peut-être un peu de naïveté, mais je ne pensais pas qu'on pouvait
être aussi malhonnête que ça. C'est-à-dire qu'on a suivi quelqu'un qui avait tous les stigmates du salafiste, qui avait la barbe, la tenue, les chaussettes blanches, les baskets. Donc on se dit, bon, ben voilà, c'est tout de même un rigoriste. On voyait bien qu'il était assez dur dans sa famille, assez sévère avec ses enfants et tout ça. Et puis, ben, monsieur, finalement, allait voir des prostituées. Et alors, ce qui est quand même assez incroyable, c'est-à-dire qu'il ne va pas dépouiller les prostituées pour la cause, mais il va d'abord faire son affaire avec les prostituées et ensuite les dépouiller pour la cause. Ce qui est tout de même assez incroyable, vous en conviendrez. Donc vous décrivez aussi cette hypocrisie, c'est chez Jean-là. Est-ce que ce sont des groupes, des petits groupes isolés qui travaillent entre eux, qui montent leurs petites opérations entre eux, ou alors est-ce que ce sont des groupes qui dépendent de structures un peu plus importantes? Est-ce qu'il y a finalement des grosses structures autour de leurs actions? Ça dépend en fait, il n'y a pas de règle. Sur chaque cas, les choses peuvent être totalement différentes. Donc il peut y avoir des structures bien organisées, mais il y a aussi le lambda qui va commencer à essayer en fait, de vider les cerveaux. Et c'est pour ça, c'est tout l'objet de mon livre, se base là-dessus aussi. C'est-à-dire qu'il faut que nous reprenions la place dans le cerveau des enfants et de la jeunesse. On ne doit pas laisser la place aux rigoristes avec leurs livres qui sont quasiment gratuits dans les librairies. Vous savez, pour 2-3 euros, eh ben, vous avez une version de l'islam qui est totalement vidée de tout sens. Vous avez juste une sorte de catalogue de la Redoute avec oui, non, oui, non. Et c'est à partir de là qu'on peut après inculquer d'autres choses beaucoup plus graves. Donc c'est vraiment notre travail à nous, en termes de prévention de la radicalisation, c'est à nous de faire en sorte que ces jeunes ne laissent pas la place à ce vide intellectuel et pour la nature a horreur du vide. Donc pour ne pas laisser la place, il faut que la culture, il faut que les livres envahissent ces esprits. Parce que ce qui est étonnant, c'est qu'à un moment, ce prêcheur salafiste, il vient vers vous, il vous a détronché, pour reprendre un code policier, il vous a reconnu, il sait que vous le suivez depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs mois. Pour autant, il ne va pas ni vous tuer, ni vous envoyer, ni vous dégager. En revanche, il essaye de vous parler, il essaye de vous retourner, ce qui est assez étonnant finalement. Oui, tout à fait. Alors, bien évidemment, j'ai eu, on peut dire clairement, la peur de ma vie. Et je me suis posé la question. Je me suis dit, moi, j'étais prête. Je me suis dit, voilà, c'est fini pour moi. Est-ce que je peux en découdre ou pas? Ça va être très compliqué parce que je suis seule. Mes collègues sont un peu plus éloignés. Est-ce que je sors mon arme? Tout est passé dans ma tête. Et en fait, lui a donné le là tout de suite. C'est lui qui a donné le ton de l'intervention. Et il est venu me parler comme ça, en faisant œuvre de prosélytisme. Il m'a parlé avec une telle douceur, on dirait vraiment un grand-père qui vient dire à sa petite fille « Écoute, maintenant, il faut arrêter les bêtises, tu te trompes, il faut aller dans le droit chemin. » Donc j'étais très impressionnée et il m'a vraiment eu... il m'a déclenché en moi énormément de surprises et d'interrogations. Et puis par la suite, j'ai appris que c'était quelqu'un quand même qui a fait œuvre de prosélytisme sur des personnes qui ont quand même passé à l'acte, ce qui veut dire que c'est tout de même un spécialiste. Ces profils que vous avez traqués, que vous avez permis d'arrêter, est-ce qu'ils peuvent se déradicaliser selon vous, ou c'est impossible, notamment avec les passages en prison? Écoutez, c'est très compliqué parce qu'une fois de plus, on ne peut pas essentialiser. Chaque cas est particulier. On ne peut pas dire, voilà, avec cette personne-là, avec toutes les personnes, on va agir de la même manière. Ce n'est pas possible. Donc il faudrait beaucoup de temps, beaucoup de formation, beaucoup de temps avec un suivi très complexe. Je ne sais pas si actuellement on en est capable, ne serait-ce que par les moyens. En revanche, je pense qu'il faut miser du coup sur la prévention, parce que la prévention, tout le monde peut en faire finalement. Voilà, juste en s'occupant de l'autre et en développant un certain altruisme. Et ça passe par repérer les personnes qui sont dans des grandes difficultés, la jeunesse en particulier, et qui souffrent d'inégalités sociales. Et ça commence par dire bonjour à son voisin de palier finalement, c'est ce que vous nous dites aussi.
Exactement, tout à fait. Se renseigner, savoir que s'il y a des cris d'enfants le soir, ne pas se dire « oh ben non, c'est pas grave, ça va s'arrêter ». Essayer de se demander s'il n'y a pas maltraitance. Ce sont des petites choses qui ont l'air... Quand on écoute comme ça, on dit « mais quel est le rapport avec la radicalisation ?» Mais c'est le rapport avec la radicalisation. Il faut préserver nos jeunes. La jeunesse, les jeunes de maintenant vont être les adultes de demain. Et je ne voudrais pas que dans les futurs adultes, nous retrouvions le même profil, c'est-à-dire des gens qui, par ces difficultés, vont s'orienter vers la délinquance ou, par ces difficultés, vont s'orienter vers l'islamisme radical. Je le disais au début de l'émission, le procès des attentats de Charlie Hebdo a donc débuté dès début septembre. Qu'est-ce que vous en attendez, vous ? Écoutez, donc, comme vous le savez, je suis encore en fonction au ministère de l'Intérieur. Donc, par conséquent, mon devoir de réserve m'impose à ne pas commenter une affaire qui est en cours. Simplement, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai été blessée dans ma chair lorsque les attentats sont arrivés et qu'à chaque fois que j'entends reparler et que j'écoute les auditions, eh ben, je suis vraiment bouleversée. Concernant la traque des islamistes radicaux, on en est où aujourd'hui? De quelles menaces parle-t-on très précisément? Écoutez, pour tout ce qui est précis, ça aussi, ça relève du devoir de réserve, hein, donc on ne peut pas en faire état. Une chose est sûre, c'est que, et là je le dis sans flagornerie, nous avons, je peux en attester, un des services antiterroristes le plus efficace, je pense, en Europe, et je vais être un peu chauvine, mais aussi dans le monde. Sincèrement, les collègues sont des gens qui sont passionnés, qui s'investissent, qui donnent toute leur vie pour servir l'État et la République. Et sincèrement, on peut en être très fiers. Parce que vous dites donner toute leur vie, c'est vrai que vous racontez aussi, et c'est intéressant que vous partez parfois plusieurs semaines loin de chez vous, à dormir dans des chambres, on ne sait où, à suivre finalement la vie de ceux que vous traquez. Oui, tout à fait, c'est totalement éprouvant. Il faut savoir que dans ces périodes-là, moi j'ai perdu toute vie sociale, puisqu'on est tout le temps requis, on a toujours notre portable de service à côté de nous, on peut commencer un dîner avec des amis, puis finalement, voilà, excusez-nous, on part, et puis on nous demande quand est-ce qu'on doit revenir, je ne sais pas, peut-être dans 4-5 jours. Et en plus, avec le secret défense, bien évidemment, on ne peut pas dire où on va et ce que l'on fait, et c'est vraiment usant. Donc c'est pour ça que quand je dis que les collègues sacrifient leur vie et donnent leur vie à ce métier, ce n'est pas peu dire. Vous avez beaucoup de collègues engagés aujourd'hui sur le terrain. Est-ce qu'il y a une vraie menace? Elle est importante. Les Français doivent savoir qu'aujourd'hui la menace terroriste elle est importante, ou alors bien finalement elle s'est un peu estompée par rapport aux dernières années? Écoutez, face à une idéologie pareille, il faut toujours rester vigilant. Donc les collègues sont toujours sur le qui-vive et font de l'excellent travail. Donc voilà, ce que je souhaite, c'est qu'ils se préservent le plus possible aussi, parce que c'est vrai que c'est un métier qui est très difficile et qu'on n'est jamais à l'abri de réactions qui soient hyper violentes de la part de ces fous furieux. Qu'est-ce qui a changé depuis les attentats? Vous parliez des attentats des World Trade Center, des tours à New York. Qu'est-ce qui a changé depuis dans la lutte contre le terrorisme pour la police? Est-ce que ça a beaucoup évolué? Le travail de policier a-t-il beaucoup évolué depuis tous ces attentats, même sur le territoire français? Bien sûr, il y a eu beaucoup de recadrage, on évolue. De toute façon, l'antiterrorisme, c'est toujours évolutif, ça évolue tout le temps. Voilà, on doit être toujours attentif à ce qui se passe. Les gens les terroristes, sont très aguerris et veulent toujours devancer les policiers. Donc du coup, on est toujours obligé d'être très attentif et d'augmenter les moyens et pour être non seulement être au niveau et les devancer. Et effectivement, depuis les derniers attentats, il y a une évolution considérable. Et on ne peut qu'apprécier et être fier de cela. Le politique vous entend sur ces questions, vous donne suffisamment de moyens pour faire votre travail correctement? Oui, tout à fait. Franchement, après,
on est comme dans toutes les branches, dans tous les métiers du monde, hein. On veut toujours avoir plus de moyens. Mais effectivement, moi, de ma petite place d'agent de l'État, sincèrement, c'est remarquable. J'ai pu voir en fait, j'ai la chance d'avoir vu l'évolution sur les 20 ans, puisque j'ai toujours été sur cette thématique-là. Et effectivement, c'est vraiment... on ne peut que se féliciter des avancées. Et après ces attentats, est-ce que vous avez observé des jeunes Français qui ont voulu s'engager dans la police nationale justement pour défendre leur drapeau? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté? Oui, beaucoup, beaucoup. Après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, il y a eu une sorte de réveil national, réveil républicain. Et on ne peut que s'en réjouir, bien évidemment. Mais il est vrai que, de toutes les façons, que l'on soit dans le travail, dans l'antiterrorisme, ou que les collègues soient affectés sur la voie publique, tous ces métiers-là vont vers le même but, c'est-à-dire servir la République et prendre des risques pour servir la République. Donc on ne peut que féliciter toutes ces personnes qui s'engagent et qui continuent à s'engager régulièrement. Alors pour conclure, aujourd'hui, c'est fini pour vous, les filatures. Pendant toutes ces années de traque, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même? Quel message, pour conclure, vous souhaiteriez partager aujourd'hui? Écoutez, sur moi-même, c'est peut-être pas sur un plateau TV que je vais le dévoiler. Mais en tous les cas, j'ai pris conscience, en fait, que rien ne pourra se résoudre réellement dans toutes ces problématiques si on ne résout pas, on ne se penche pas sur les inégalités sociales. Voilà, ça c'est vraiment le maître mot. Tant qu'on ne s'occupera pas de notre jeunesse, tant qu'on n'apportera pas l'égalité sur l'éducation, l'égalité sur les transports, il y a des gens qui sont vraiment quand même, qui vivent à côté de la République, et tant qu'on ne s'occupera pas d'eux, ça va être compliqué. Et aujourd'hui, vous êtes toujours en poste dans la police nationale. C'est quoi votre quotidien? Mon quotidien, c'est de l'administration, puisque je suis dans l'administration centrale. Et écoutez, c'est encore une nouvelle forme, hein, un nouvel angle de travail sur une thématique complètement différente, puisque c'est administratif. Mais écoutez, il faut savoir s'arrêter à un moment. Je laisse la place maintenant justement aux jeunes dont on parlait, pour faire le travail et reprendre le flambeau. En tout cas, un grand merci Nora Lakeal d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous publiez Agent d'élite, le récit inspirant d'une enfant de Barbès. C'est aux éditions Maximilio. Cette émission est à revoir sur notre site internet rtfrance.tv, à écouter également en podcast. Merci pour votre fidélité. À bientôt sur RT France.